Ciao, 20 minutes. Voilà. Taper dessus, mais il va choisir. Ah, Je vous prends la batte, vous avez 5 minutes pour alors, pourquoi ne parle-t-on pas de mouvement perpétuel en thermodynamique? Alors, pour pouvoir bien comprendre le mouvement perpétuel, nous allons d'abord le définir. Alors, le mouvement perpétuel, qu'est-ce que c'est? Le mouvement perpétuel, c'est un concept physique dans lequel on a un mouvement qui est répété de manière cyclique et dont on essaie de tirer de l'énergie, que l'on appelle travail. Bon, c'est assez contre-intuitif, mais techniquement parlant, ça peut exister selon les dimensions qu'on utilise. Alors, je vous invite à le découvrir avec moi, mais avant tout, je vais faire un petit historique du mouvement perpétuel. Alors, le mouvement perpétuel, c'est un concept qui a été développé durant l'Antiquité. Les contemporains de cette époque y voyaient un certain idéal, parce qu'en effet, ils observaient beaucoup les astres, et ainsi, ils voyaient souvent les astres qui se déplaçaient de la même manière au-dessus de leur tête. C'était un idéal. Durant la période Antiquité-Moyen-Âge, le mouvement perpétuel commence à être remis en question, sans pour autant être complètement défini, parce que Aristote va tout simplement nous dire que tout mouvement violent va se consumant. Ce n'est qu'à partir de la Renaissance que l'on commence réellement à remettre le mouvement perpétuel en question pour des principes physiques. Galilée va par exemple déclarer au travers de ses études concernant l'héliotrampisme que le mouvement perpétuel ne peut pas exister. C'était l'un d'ailleurs de ses actions. Nous avons aussi Léonard de Vinci, qui, quant à lui, va tout simplement s'aligner avec la vision d'Aristote, donc je vous ai expliqué un tout petit peu auparavant, au travers de ce qu'on appelle la philosophie péripatéticienne. Alors, ce n'est qu'à partir justement de 1629 que Descartes va exposer pour la première fois le principe d'inertie. Le principe d'inertie dit qu'à partir d'un instant où un objet détient de l'énergie, alors tant qu'il n'interagit avec rien autour de lui, nécessairement il garde cette énergie. Alors, le principe d'inertie va en relation justement avec la seconde loi de Newton, qui permet d'expliquer justement que le mouvement perpétuel n'existe pas. Alors, qu'est-ce que nous dit cette seconde loi de Newton? Cette seconde loi de Newton nous dit que la somme des forces extérieures sur un système est égale à la dérivée de la quantité de mouvement en fonction du temps. Alors, techniquement parlant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que toute variation qui se réalise dans une trajectoire dépend des forces qui sont appliquées directement sur l'instant T, justement, sur l'objet. Par exemple, lorsque je prends ce stylo, vous me permettez? Bien sûr. Par exemple, lorsque je prends ce stylo, que je le jette en l'air et qu'il me retombe dans les mains, bien, nécessairement, il est soumis à deux forces, celle de la force de poussée quand je vais me lancer en l'air, donc les forces extérieures agissent sur le mouvement, puis après la force du poids fait qu'il retombe directement dans ma main. C'est bon ça. Alors, cette seconde loi de Newton, rapport avec le principe, le mouvement perpétuel, et bien c'est tout simple. À partir du moment où on essaie d'interagir avec un système, nécessairement, on modifie sa trajectoire. Ce qui fait que le mouvement perpétuel ne peut tout simplement pas exister au travers d'une trajectoire qui change, parce que comme je vous l'ai défini, c'est un concept physique dans lequel on a un mouvement cyclique. Donc le mouvement perpétuel ne peut pas exister. Nous avons aussi, pour en venir au vif du sujet du coup de la question, le premier principe de la thermodynamique qui dit que la dérivée de, la différence de la quantité d'énergie comprise justement dans un système est égale à la différence d'énergie mécanique plus d'énergie interne comprise dans ce système-là. Alors en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à partir du moment où on détient de l'énergie et que de l'énergie est retirée au système, que ce soit par un aspect mécanique ou interne, alors nécessairement, on ne peut pas regagner cette énergie-là. C'est ce que dit d'ailleurs la seconde loi de la thermodynamique. Alors, pour éviter de trop s'étaler, nous pouvons aussi un petit peu plus s'intéresser au mouvement perpétuel de nos jours, en quoi est-ce qu'il peut exister et sous quelle dimension il pourrait exister. Eh bien, il peut exister sous une dimension humaine au travers simplement des énergies renouvelables, par exemple. Alors, par exemple, quand je me lève le matin et que je vois le soleil qui filtre à travers les rideaux de ma chambre, je le vois de la même manière chaque jour. Les photons se déplacent de la même manière dans ma chambre. Il en va de même pour le vent. Le mouvement reste perpétuel, le mouvement reste identique au jour précédent. Donc les énergies renouvelables peuvent être une forme de mouvement perpétuel. Alors, nous avons aussi en physique quantique tout simplement l'idée qu'un électron, alors
souvent les physiciens ils le définissent comme ça, un électron n'a pas nécessairement de place autour justement du noyau de l'atome, et il n'a pas non plus de vitesse autour de ce noyau de l'atome. Pour autant, on arrive à détecter qu'il arrive à émettre de l'énergie, justement, au travers de ce déplacement, comme on entend. Le fait est que cette énergie reste constante au cours du temps, donc le mouvement semblerait, en tout cas, perpétuel autour de l'atome en ce qui concerne l'électron. Alors, pour finir, j'aimerais définir pourquoi le mouvement perpétuel est encore un sujet qui est... Vous permettez de continuer encore un peu? Ok. On peut, si je peux terminer 2 exemples rapides, on peut dire que le mouvement perpétuel est encore en objet d'étude, simplement parce que des ingénieurs sur Marne-la-Vallée ont réalisé une roue de 18 mètres de haut et supposeraient, en utilisant justement un système de ressort comme mouvement perpétuel pour exister, ils ont donné ça à l'Institut des sciences, et malheureusement l'Institut des sciences n'accepte plus ces projets de mouvement perpétuel depuis déjà environ 1845. On a aussi, alors ça c'est d'un point de vue un tout petit peu plus marketing, j'aimerais terminer là-dessus, des pendules qui s'appellent les pendules Atmos, qui utilisent en fait une différence de pression au cours du temps de la journée pour pouvoir justement définir certains mouvements perpétuels au travers de ces aiguilles. Et ce mouvement perpétuel-là n'est pas du tout perpétuel parce que tout simplement ces voies ne sont pas respectées partout là où on se trouve. Je vous remercie de m'avoir écouté. Maintenant, on va commencer avec quelques questions qui sont en relation avec ton exposé. Donc, c'est quoi le lien entre le premier principe de la thermodynamique et la deuxième loi de Newton? Alors, le lien entre ces deux notions-là, en effet, vous l'avez déjà dit, les forces extérieures font varier justement nécessairement à partir du moment où on retire de l'énergie, c'est-à-dire un mouvement particulier, c'est ce que ça veut dire en énergie. C'était exposé dans le principe de la parole. À partir du moment où on retire de l'énergie à l'énergie, alors la force qui est liée à cette énergie-là, justement, fait justement varier la trajectoire. Nécessairement, un moteur qui va être dynamique et varier sur la trajectoire, sur le méthode, sur le cerveau. Que tu peux nous donner d'autres exemples ou l'application directe? Je dirais une balle de ping-pong. Quand je prends une balle de ping-pong, je la lâche, je suis mise à son poids. Donc le poids fait justement varier le fait que justement, mais en perdant de l'énergie, simplement quand elle atteint le sol par son élasticité, et qu'elle ne rentre plus complètement dans ma main, mais par exemple qu'elle s'arrête à peu près à cette hauteur-là, nécessairement il y a la disparition de l'énergie et il y a la variation de la trajectoire en fonction de force. Est-ce que tu peux nous définir c'est quoi le mouvement perpétuel? En quelques mots. Le mouvement perpétuel en soi, c'est un mouvement dans lequel on essaie réellement de trouver une approche plutôt utile pour ce mouvement. Parce que si on prend un mouvement n'importe lequel et qu'on le réalise, eh bien, le mouvement réalisé, ça revient par exemple lorsque j'ai une voiture, que je mets sur la pédale d'accélération, pour la réaliser, réalisation, ça fait avancer la voiture. Le mouvement perpétuel, lui, a plus une vision justement justement en mettant en marche un mouvement, que cette marche-là ne s'arrête jamais et que cette impulsion-là juste commence et ne se finit jamais et tout au plus, comme je l'ai dit avec la présentation, avoir un besoin utile, nécessairement ça serait le mouvement perpétuel, on va appeler ça comme ça, et justement cette vision Vous avez aussi parlé de la physique quantique. Ouais. Est-ce que tu peux nous définir un peu plus de quoi il s'agit? Bien attention à une nuance. Alors, on a la physique dite classique, donc c'est là où on va arriver justement le quantique. Oui, toute terminale. Mais on a aussi la physique quantique. La physique quantique, elle rejette justement ces notions-là, enfin, pas du moins complètement, mais elle a une autre approche. La physique quantique, enfin, elle, c'est l'étude d'émission justement d'énergie au travers de particules qui justement interagissent entre elles. C'est différents. Je peux penser aux particules sur les électrons, je vous explique tout à l'heure. Mais avec ces particules-là, justement, eh bien, en fait, on va étudier ce qu'on appelle le quanta. Le quanta, c'est quantité d'énergie qui dépend justement des particules qui interagissent.
On peut penser aussi par exemple au nucléaire. Quand je fais interagir justement un noyau avec justement une particule dans l'interaction aussi. Alors, résultat, il y a émission d'énergie, très grande quantité d'énergie. Pour vous donner un ordre d'idée, par exemple, lorsqu'on déclenche une fission nucléaire, avec 1 gramme d'uranium, eh bien, on arrive à dégager, en théorie, parce qu'on n'arrive pas à tout capter, 100 000 milliards de jours. Et sur la convention, on a largué environ 700 grammes sur Hiroshima. Donc en fait, dans ton projet, tu nous avais donné des domaines d'application où on pouvait utiliser ce mouvement perpétuel, dans la dimension humaine ou bien dans les énergies renouvelables. Existe-t-il d'autres domaines quoi? Bien, en soi, le mouvement perpétuel, ça peut expliquer certaines choses. Par exemple, l'avenir de l'univers en tant que tel. Par exemple, on peut expliquer le principe du Big Freeze. Big Freeze, qu'est-ce que c'est? C'est quand, justement, très 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 lointain, on suppose que le mouvement qui se trouve, on considère le mouvement des électrons, je ne vais pas le dire, qui devrait s'arrêter justement. Et à partir de ce moment-là, toute matière devrait être inerte et inactive, donc on n'aurait pas de chaleur. Il n'y aurait plus d'interaction en fait. Est-ce qu'il existe des projets à venir où le mouvement perpétuel pourrait être utilisé par nous? Vous avez exposé la physique quantique. Alors, si on reprend la physique quantique comme exemple, eh bien, on a déjà les ordinateurs quantiques qui existent. Les ordinateurs quantiques, justement, ça utilise ces probabilités-là d'émission d'énergie, justement, au niveau de ces particules. Et bon, même si c'est pas du tout spécialisé maintenant, ça permet d'énormes calculs en coupant quelques étapes. C'est comme ça qu'on pourrait dire. Est-ce qu'il existe un réel objectif en étudiant le mouvement perpétuel? Alors, comme je vous ai déjà dit tout à l'heure, l'idée du moteur perpétuel. Mais après, le mouvement perpétuel, ça peut aussi être un simple constat, je dirais. Enfin, un simple constat. Une simple idée, il était nécessaire, je pense, directement à l'évolution des sciences. Donc, je ne dirais pas nécessairement que tout a une utilité en sciences. C'est à peu près ce même niveau de question. Mais ça peut toujours être intéressant pour des projets futurs. Je ne serais pas capable de vous en donner quelques-uns. Existe-t-il ou connaît-on actuellement les limites éventuelles du mouvement perpétuel? Alors, le mouvement perpétuel en soi, si on admettait qu'il existait, okay, et qu'on essayait de le reproduire, alors nécessairement il faudrait éliminer toute interaction avec le milieu extérieur et aussi, j'entends par interaction, toute élimination de particules qui se trouvent dans l'espace. Par exemple, si on prend le vide spatial, ce ne sera jamais suffisant. Parce que nécessairement, quand par exemple un astéroïde se déplace à travers l'univers, il rencontre quand même des particules. Théoriquement, sur des distances qui sont énormes, il devrait nécessairement s'arrêter. Donc le mouvement perpétuel d'un astéroïde ne peut pas exister. Si par exemple on imagine une chambre à vide qui était justement complètement noire à l'intérieur, justement pour éviter d'avoir quoi que ce soit comme interaction avec un photon, techniquement parlant ça pourrait exister. Mais on peut aussi se remettre en question sur plusieurs problèmes que ça engendrerait. Parce que techniquement parlant, déjà, bon, créer la chambre noire parfaite, ce n'est pas possible, parce qu'on aura nécessairement des ondes, quelque chose qui traversera cet élément-là. Il y aura toujours quelque chose qui ne pourra pas être estimé, comme je vous l'ai dit. Justement, ça repose sur la physique quantique, qui est une théorie de probabilité. Donc, à partir du moment où on arrive à des probabilités, rien n'est jamais sûr, à partir d'un événement certain. Mais le fait est que, si l'on admettait justement que le mouvement perpétuel existait, ça voudrait dire tout simplement que pour avoir un mouvement perpétuel, il ne faudrait avoir qu'un seul élément dans tout l'univers. Et même cet élément en lui-même devrait interagir avec lui-même. Parce que, par exemple, si je descends dans l'infiniment petit, eh bien, je prends l'atome, il y a les protons, il y a les neutrons. Les protons et les neutrons réagissent entre eux. Si je descends en dessous, on n'a pas encore découvert ce qu'il y a en dessous, en tout cas, c'est pas ce que j'en sais. Il y aura forcément interaction avec l'interne même du système. Donc, il n'y a pas de mouvement perpétuel qui puisse exister, je pense. Si tu nous as, dans la feuille que tu nous as rendue, il y a la deuxième loi de Newton, oui. Avec sa formule. Est-ce que tu peux nous parler des unités ou d'une analyse dimensionnelle? Alors, je vous avais dit, je rappelle que la somme des forces est égale à la dérivée de la quantité de mouvement en fonction du temps. Il faut savoir que la quantité de mouvement correspond justement à la masse multipliée par la vitesse de l'objet. À partir du moment où on considère qu'on a une masse qui est considérée comme constante pour ce système-là, alors la dérivée d'une constante, la dérivée d'une multiplication est elle-même. Ce qui nous donne par exemple, dérivée de la vitesse multipliée par la masse est égale à la somme des forces. Et la dérivée de la vitesse en fonction du temps
on a appris ça en physique au cours de cette année-là, eh bien, c'est tout simplement l'accélération. On arrive justement à la démonstration qu'on a utilisée pour pouvoir démontrer la permettre exercice justement au cours de cette année-là, à savoir somme des forces qui est égale à la masse multipliée par l'accélération. Existe-t-il un lien entre ton exposé et ton projet à venir? Alors, moi, pour ma part, j'aimerais beaucoup faire ingénieur. Et en tant qu'ingénieur, nécessairement, j'ai besoin de toucher un tout petit peu à tout. Personnellement, je ne sais pas exactement dans quoi j'ai envie de travailler exactement. Je pense plus en sciences des matériaux ou directement en mécanique. C'est pour ça que justement ce projet concernant la thermodynamique m'a beaucoup intéressé. Après ça, je ne sais pas exactement si le mouvement perpétuel me sera très utile, mais c'est toujours une notion intéressante à avoir, je pense. Donc, pourquoi vous avez pris les spécialités physique, chimie et mathématiques? Alors, j'avais déjà dit ça justement à la personne qui m'a fait passer mon entretien au cours des dernières semaines, justement, pour Parcoursup. Eh bien, les matières plus scientifiques, parce que je vais retenir un tout petit peu, j'ai appris maths, physique, chimie et SVT. Les matières scientifiques en soi sont un moyen, je dirais, concret de comprendre réellement l'impact du monde sur nos vies. Et j'estimais aussi que je me voyais très mal, honnêtement, travailler sur que du théorique, on va dire, au travers de matières un petit peu plus littéraires ou un petit peu plus géopolitiques. Ce n'était pas vraiment dans mon objectif. Donc c'est plus la compréhension en réalité profonde, je dirais, de mon qui m'entoure qui m'a plutôt intéressé. Et où comptes-tu faire tes études? Alors, j'ai proposé, si vous voulez, je peux vous parler de mes choix Parcoursup. J'avais proposé justement différentes écoles, donc des prépas intégrés, donc, comme par exemple, j'ai pu Polytech, j'ai passé le concours, les INSA, j'ai pu passer un entretien, les UT, j'aimerais notamment intégrer l'UTC, qui correspond en fait à l'Université technologique de Compiègne. Puis j'ai aussi proposé la prépa T2. La prépa T2, c'est aussi une prépa intégrée de type IMP qui justement a pour but d'intégrer une école, en tout cas qui voulait créer, il y a 2 jours il y a eu un petit problème, je passe, qui s'appelle Central Toulouse Institut. Du coup, j'espérais pouvoir rentrer dans cette école-là, j'avais beaucoup d'espérance. Mais finalement, les écoles justement qui voulaient créer Central Toulouse Institut se sont désistées au dernier moment. Passons. Sinon, après, j'ai pris des prépas plus classiques du côté du centre toulousain. Je ne me souviens plus exactement des noms, ce sont des noms très franco-français, touchant directement à des nombreux, etc. Bref. Sinon, après, j'ai proposé un BTS en sciences publiques et une licence et une CUPGE. La CUPGE, en fait, c'est un peu comme une licence, seulement ça permet de réintégrer directement dans des écoles universitaires. Pourquoi vous n'aviez pas opté peut-être pour des classes préparatoires type MPSI, direct, qui ne sont pas nécessairement intégrées dans une école? Alors, excuse-moi, j'ai oublié, j'avais proposé des prépas classiques, mais ça. Mais c'était pas vraiment un truc qui m'attirait parce que j'estimais que, je sais pas, je pense qu'avec le recul, je me voyais mal directement me lancer directement dans la directive comme ça. Débrouille-toi, bonhomme. Vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est plus par peur qu'autre chose, je pense. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Merci.